7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Hier, des membres de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, ont été placés en garde à vue après avoir été perquisitionnés. Ils sont actuellement soupçonnés de reconstitution de ligue dissoute suite à la dissolution de Génération Identitaire en 2021. Selon certaines sources, les ordres proviendraient du ministère de l'Intérieur après un signalement de Gérald Darmanin en personne. Une nouvelle qui s'ajoute à la longue liste d'emprisonnements, dissolutions, enquêtes, garde à vue qui se multiplient au sein du milieu patriote et identitaire. Face à cette vague de répression, certains dénoncent un gouvernement oppressif, dévoyant la justice pour censurer toute opinion qui s'éloignerait de la doxa. C'est le cas de Jean-Eudes Gana, militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chuin, et ancien porte-parole de l'Alvarium, aujourd'hui dissous. Bonjour Jean-Eudes Gana. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez commencer simplement par réagir à cette affaire, s'il vous plaît ? Oui, c'est l'énième coup de communication politique de Gérald Darmanin. Et ce qui est assez terrible d'ailleurs, c'est que je crois que c'est le même jour que j'ai vu passer un gros titre où l'on voit le maire de Romans-sur-Isère, vous savez, cette ville dont sont originaires les tueurs de Thomas à Crépol, qui disait que les bandes se reconstituaient au quartier de la Monnaie. Quartier de la Monnaie qui a donc enfanté, si je puis dire, les assassins de Thomas. Et donc Darmanin annonce des enquêtes pour reconstitution de ligue dissoute le jour où se reconstituent les bandes du quartier de la Monnaie qui ont donc cette semaine attaqué une banque avec une voiture bélier enflammée qui était une voiture volée, attaqué la police, enfin bref, qui eux commettent des vrais délits. Mais on s'attaque à ceux qui sont soupçonnés de reconstituer un groupe qui dénonçait cet état de fait absolument scandaleux. Vous considérez qu'il y a un deux poids, deux mesures ? Je pense que ça va au-delà de ma petite considération. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, mais bien au-delà des milieux patriotiques ou politisés. Si vous voulez, vous allez dans n'importe quel café ou dans n'importe quel open space parisien, tout le monde sait très bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Alors vous avez vous-même été visé par ce genre de procédure, de dissolution, d'intimidation juridique, si je peux dire. Oui, tout à fait. Alors à l'époque, avec l'Alvarium, nous avons connu une dissolution à rebondissement en plus, puisque le rapporteur public, qui est donc l'équivalent du procureur au Conseil d'État, avait demandé la condamnation de l'État et avait demandé à ce que soit levée cette procédure de dissolution. Évidemment, Darmanin a poussé le bouchon, si je puis dire, et le même jour que celui où furent graciés les soulèvements de la terre, qui eux provoquent des manifestations véritablement violentes, eh bien, notre dissolution a été confirmée. Et ça va plus loin, puisqu'il semblerait que nous aussi, en tout cas d'après la presse et d'après le procureur de la République d'Angers, nous soyons également sous le coup d'une enquête pour reconstitution de ligue dissoute. Donc, on ne se contente pas d'empêcher ceux qui dénoncent la politique criminelle de nos élites de parler, on va les poursuivre ensuite au cas où ils auraient la tentation de recommencer. Alors justement, vous parliez des soulèvements de la terre qui, eux, n'ont pas été dissous malgré leurs actions violentes. Alors on ne comprend pas très bien parce que Gérald Darmanin nous explique que s'il fait tout ça, c'est pour la sécurité intérieure. On sent une certaine peur à l'égard des patriotes, des militants identitaires. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas plutôt idéologique, puisque justement, si ça devait être une peur, elle serait probablement alimentée par les groupes violents, justement, comme les soulèvements de la terre? Oui, non, mais c'est une évidence. Combien de morts dans des attentats d'extrême droite ces 20 dernières années ? Zéro. Combien de voitures brûlées ? Combien d'émeutes ? Rien. Il n'y a rien. Alors que l'extrême gauche, elle, continue à prospérer, à proliférer, si je puis dire, et à mener un certain nombre d'actions violentes. Et d'ailleurs, moi, je ne réclame pas du tout, comme le font certains, la dissolution des soulèvements de la terre ou des groupes antifa, etc. Simplement que la justice fasse son travail pour une fois, c'est-à-dire qu'on se contente d'arrêter les auteurs et de dissoudre, même pas de dissoudre les groupes, de condamner les dirigeants de groupes qui vraiment représenteraient une menace pour la sûreté intérieure et pour la sûreté de nos concitoyens, mais qu'on arrête de dissoudre comme ça à tout va, d'autant plus que pour un groupe d'extrême gauche dissous, il y en a au moins 10 chez les patriotes. Est-ce que vous pensez que l'énergie déployée par Gérald Darmanin, c'est pas la plus belle preuve de votre influence grandissante ? Je ne sais pas, j'espère. Disons que ce serait au moins assez rassurant. Je pense que Gérald Darmanin, en effet, a peur
au-delà des milieux identitaires ou des activistes, il a peur qu'il y ait une conjonction de ces milieux, une convergence des luttes avec les milieux populaires qui n'en peuvent plus, qui ne vont plus voter, qui ne croient plus au cirque électoral et qui sont le gros des troupes des Gilets jaunes. Et très, très clairement, je ne sais pas si les identitaires, les patriotes, les nationalistes effraient tant que ça, mais il est certain qu'en cas de troubles ou de conjecture de révolte, il est clair que voilà, la convergence des luttes, si je puis dire, pourrait en effet inquiéter. Oui, donc vous pensez que cette convergence des luttes serait possible, ce serait un scénario envisageable? Je pense que ça a été le cas pendant les Gilets jaunes. C'est la raison pour laquelle, entre autres, ils ont été autant réprimés et pour laquelle les services ont fait en sorte de laisser l'extrême gauche et les syndicats s'y infiltrer. Souvenez-vous qu'au tout début, l'extrême gauche et les syndicats refusaient à tout prix de participer à ces manifestations. Les manifestations étaient d'ailleurs composées à 100% de Français de souche, majoritairement ruraux. Et dès qu'on a vu que les manifestations prenaient de l'ampleur et que les opinions des gens ne portaient pas seulement sur les taxes, mais également, parce qu'il faut s'en souvenir, sur l'immigration, quand on a vu apparaître des tracts contre l'immigration sur les ronds-points, là, tout de suite, d'abord, on s'est fait beaucoup plus répressif, et ensuite, l'extrême gauche s'est décidée à investir le mouvement. Il y a autre chose qui a évolué aussi, c'est le traitement médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que justement la presse agit main dans la main avec le gouvernement, là où en fait elle devrait plutôt assurer une sorte de contre-pouvoir? Est-ce que c'est la presse qui agit main dans la main avec le gouvernement ou le gouvernement qui est aux ordres de la bien-pensance divulguée par la presse? Je ne sais pas, sans doute est-ce un peu des deux, mais on sait que nous sommes gouvernés par des gens qui tremblent au moindre tweet et au moindre scandale médiatique et que l'opposition qui devrait être représentée ou par la presse ou par des partis politiques, tels que le Rassemblement national, tremble tout pareil du moindre scandale ou du moindre conflit médiatique. Et d'ailleurs, sur l'affaire qui nous concerne et dont nous parlons aujourd'hui, je note encore une fois le silence assourdissant, dramatique, déprimant presque des forces politiques électorales patriotes. Et vous pensez que ça pourrait changer? Vous pensez que électoralement, ça serait intéressant pour eux de s'engager aux côtés justement des militants identitaires patriotes et s'engager de façon concrète et publique? Oui, je pense que, contrairement à ce qu'ils ont l'air de croire, le courage en politique finit par payer et que finalement, un certain nombre d'élus patriotes ou de représentants politiques prospèrent sur le courage d'une ancienne génération, qui est celle de Jean-Marie Le Pen et d'autres qui ont suivi, et qu'ils ne se rendent pas compte qu'à force de polir non seulement leur image, mais même leur fond, le discours, les idées, et de se soumettre par petits abandons progressifs à la doxa, ils sont en train de désintéresser totalement le peuple français. Et je veux dire, la hausse de l'abstention en est une preuve flagrante. Justement, vous parlez d'abandon à la doxa et c'est un sujet qui vous est cher, je crois. Comment est-ce que vous trouvez le juste milieu entre le sacrifice pas inutile, mais qui serait peut-être plutôt un exemple de zèle et l'abandon justement du combat? Je sais pas, il me semble que il suffit d'être un petit peu pragmatique. Il y a en effet des sujets ou des thèmes qui sont purement idéologiques et qui ne méritent pas forcément qu'on s'y attarde trop parce que ça n'intéresse pas les Français. Et puis, il y a des questions de principes fondamentaux dont on sait que quand on commence à reculer, on recule sur tout le reste. On a eu un exemple assez récemment avec la constitutionnalisation de l'IVG. On commence à dire que finalement, je pense au Rassemblement national, je suis désolé, je ne fais pas une fixette, ce sont des gens qui font du bon travail par ailleurs, mais il y a 10 ans, on nous expliquait qu'il fallait dérembourser les avortements de confort, puis après, on se mettait à regretter cette phrase parce qu'elle était peut-être inutilement polémique, et quelques années plus tard, on vote la constitutionnalisation de l'IVG. Bon, c'est un sujet parmi d'autres. Il y en a sur des sujets d'ailleurs qui intéressent beaucoup plus les Français, l'Union européenne, le fiscalisme, l'immigration, où à chaque fois de petit ripollinage en petit ripollinage, on arrive à des grands écarts assez impressionnants. Et justement, on voit le poids aussi idéologique de toutes ces lois et la façon dont finalement la justice devient un outil.
Jean-Yves Le Gallou parle de gouvernement des juges. Est-ce que vous pensez que la collaboration entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, c'est aujourd'hui la clé de la répression qui vous vise ? C'est évident. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé hier. C'est à la demande de Gérald Darmanin qu'on va chercher chez eux à 6 heures le matin des gens à travers toute la France que l'on soupçonne seulement. C'est-à-dire qu'on aurait pu les convoquer. Puisque après tout, ce qu'on va aller chercher dans leur téléphone, on l'a déjà. Je veux dire, je doute que les services de renseignement n'aient pas les moyens d'infiltrer les téléphones des gens. Et maintenant, on préfère aller les chercher à 6 heures du matin, dont un couple de gens qui sont mariés, qui ont 4 enfants, auxquels on a demandé à 6 heures le matin, en réveillant toute la famille de manière très brusque, d'appeler des gens pour garder les enfants. Je ne sais pas si on se rend compte du traumatisme que ça peut représenter pour des enfants en bas âge, auxquels on essaye d'inculquer le respect de la loi, que de voir des gens en uniforme débouler chez vous et arrêter vos parents parce qu'ils sont soupçonnés d'être patriotes. Non. Non, effectivement, on a l'impression que c'est sorti d'un autre temps. Est-ce que vous pensez que justement ce fameux gouvernement des juges, il pourrait tomber ? Je le souhaite. De toute façon, tout est possible dans l'histoire. Vous savez, il y a ce vieil adage romain qui dit que la roche tarpéenne est à 2 pas du Capitole, et on a bien vu dans l'histoire récente de la France qu'il arrive qu'une élite politique qui était persuadée d'être indéboulonnable saute comme ça sans qu'on s'y attende. Je dirais que non seulement c'est possible, puisque dans l'histoire tout est possible, mais surtout il est nécessaire de pousser à cela, parce que sinon nous allons tout bonnement disparaître. Ce qui est en train de se passer, tandis que des millions de gens venus du sud du monde, enfin de l'Afrique, déferlent sur l'Europe, et que la police est occupée, elle, obéissant à ses ordres de manière, je dois dire, parfois beaucoup trop zélée pour qu'on puisse ne pas leur en vouloir, on ne puisse pas leur en vouloir. Il y a des millions de gens qui déferlent en Europe, et si nous, on n'est pas solidaires de ceux qui sont persécutés, si nous, on ne fait pas en sorte de faire sauter ce gouvernement des juges, nous allons tout bonnement disparaître, parce que ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes sympathisants de l'ASLA, c'est ce qui pourra arriver demain à un certain nombre de nos auditeurs, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, des comptes en banque sautent pourvu qu'un nom sorte dans la presse en étant identifié comme patriote. On sait que les gens sont mis sur écoute, on sait que l'on peut être licencié très facilement, on sait que maintenant des conversations privées peuvent être l'objet de condamnations pour racisme en utilisant des lois qui sont promulguées depuis 40 ans et qui sont totalement délirantes et restrictives d'un point de vue de la liberté d'expression. Et par conséquent, il ne faut pas penser que cette persécution ne concerne que les activistes. D'ailleurs, il n'y a pas que les activistes dont les enfants se font agresser dans la rue, dont les filles se font violer. Donc cette persécution et cette politique, elle concerne tout le monde. Mais en plus, la répression elle-même va concerner peu à peu tout le monde. Elle concerne tout le monde, d'ailleurs. Les conversations privées, c'est pour tout le monde. Lucien Cerise parle dans son livre « Gouverné par le chaos » d'une stratégie d'État qui viserait à faire pression sur ces milieux militants, quitte à avoir une interprétation assez injuste de la justice, justement, pour les pousser à vriller, et puis à commettre ce qui permettrait derrière au gouvernement de justifier cette répression. Donc c'est un peu la machine à l'envers. Vous pensez que c'est une théorie recevable ? Oui, je pense que c'est une théorie recevable. Je suis toujours méfiant un petit peu avec les théories du complot, mais il est clair que si ce n'est pas fait de manière consciente par l'ensemble du corps politique et des magistrats, cela l'est au moins pour quelques-uns, parce que il est clair qu'on brandit la menace d'extrême droite depuis des années pour réprimer et interdire toute liberté d'expression, mais rien ne se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun attentat, donc il est clair qu'un bon attentat d'extrême droite ferait leurs affaires. Et donc vous, votre combat, c'est aussi, j'imagine, de créer justement des structures qui permettent aux jeunes de se former, de militer dans un cadre pertinent. Bien sûr, et d'ailleurs, à cet égard, la dissolution d'une association comme Academia Christiana, qui a été réclamée par le ministre de l'Intérieur, est absolument dramatique. On parle d'une association qui, chaque année, forme des centaines, voire des milliers de jeunes en leur inculquant des notions de philosophie, de politique. Et si l'on empêche ces associations-là de former politiquement des gens, ce sont des jeunes que l'on peut laisser dans la nature à la merci de n'importe quel groupe violent ou d'idéologie qui, elles, sont vraiment
dangereuse. On comprend bien votre combat. Est-ce que malgré tout, justement, toutes ces actions du gouvernement, et particulièrement en l'occurrence de Gérald Darmanin, ça vous décourage? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous incite à redoubler d'efforts? Je mentirais si je ne disais pas que parfois l'état du pays et la folie des politiques menées n'entament pas un petit peu le moral des militants. Cependant, il est clair que ce que nous vivons et ce que vit le peuple français, même si c'est à bien des égards très dur, est tout de même moins éprouvant que de s'élancer d'une tranchée sous la mitraille ennemie. Et que par conséquent, il faut avoir conscience, pardon, que nos aïeux ont consenti à des sacrifices qui sont bien supérieurs. Et que par conséquent, cela doit raffermir un petit peu notre foi et notre volonté de combattre. Donc non, voilà, je dirais que globalement, ça donne la moelle. Maintenant, il est vrai qu'il va falloir réfléchir dans les années, dans les mois à venir, peut-être à des méthodes d'action différentes, parce qu'on a l'impression de se heurter à un mur ces derniers temps. Et donc, il va falloir se réinventer. Quels seraient les mots que vous adresseriez aux jeunes qui sont amenés à militer, qui peut-être seront amenés aussi à partir en garde à vue, à être perquisitionnés, enfin à subir la répression, ou même aux jeunes tout simplement qui, face à cela, feraient le choix de quitter la France? On entend beaucoup ces discours en ce moment, des jeunes qui expliquent qu'ils n'ont plus confiance et que de toute façon, il vaut mieux partir à l'étranger, là où la justice serait plus clémente ou du moins moins oppressante. Alors, à ceux qui veulent partir, d'abord, je veux dire que je ne vois pas où est-ce qu'ils pourraient aller sans être confrontés aux mêmes problèmes dans les années à venir. C'est-à-dire que la plupart des gens qui partent soit en Europe de l'Est, soit dans d'autres pays occidentaux, qui sont touchés par les mêmes maux que ceux qui touchent la France, alors peut-être à des degrés divers, forcément, pour l'instant, mais le nihilisme occidental touche tous les pays occidentaux et touche aussi les pays de l'Est. Il faut se souvenir que le rap est la musique préférée des jeunes Russes, que l'avortement, l'homosexualité, la transsexualité, les lois les lois mémoricides existent dans tous les pays de l'Est. Et ils existent a fortiori d'autant plus dans l'ensemble des pays occidentaux. Donc, émigrer, c'est simplement retarder le problème, retarder l'échéance et être confronté de manière plus violente encore dans quelques années aux mêmes soucis. On imagine bien que c'était un message d'espoir et engageant pour tous nos jeunes, chers auditeurs. Je rappelle que donc Jean-Eudes Gana, qui était parmi nous, mais qui semble avoir eu un petit problème technique, est militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan. Anciennement porte-parole aussi de l'Alvarium, qui a été dissous, tout comme Academia Christiana, qui est en ce moment visée par la procédure. Et puis il est l'auteur de Pourquoi l'Alvarium, paru en 2022, si vous souhaitez creuser le sujet.